Merci à Sophie Bité d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais rappeler que c'est la première femme secrétaire générale de la CGT et que le MAGE, comme Margaret d'ailleurs, a toujours eu à cœur d'ouvrir ses travaux au monde associatif et au monde de la recherche, d'où l'idée, inversement, de demander à une actrice euh, qui plus est jeune, féministe et aujourd'hui leader syndical, ce que de son point de vue, les travaux de recherche féministes apporteraient à ce mouvement syndical et féministe. Bonjour à toutes et à tous et bon anniversaire, hommage, et puis à nous toutes, parce que c'est aussi notre anniversaire, je pense à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que le MAGE et la CGT, c'est 30 ans de liens privilégiés, d'enrichissement mutuel, d'affinités électives entretenues au fil des années, notamment grâce aux liens forts noués avec Margaret Maruani, puis particulièrement aujourd'hui avec Rachel. Rachel, une partie de ton fan club CGT est ici, toujours fidèle et reconnaissant. Voilà, merci à toi. Donc des liens forts, mutuels, mais aussi des débats et parfois contradictoires, parce que c'est ça aussi qui peut nous faire progresser. Et il ne faut jamais avoir peur des débats entre nous. Que nous apporte le MAGE? D'abord, la nécessité de décrypter le travail à travers le prisme du genre et donc d'enfiler les fameuses lunettes que quand on commence à chausser, on a du mal à retirer. Là, pour le coup, pas d'opération, il faut bien garder les lunettes. Et puis, dans l'autre sens, analyser les rapports de genre à partir du travail, parce que la réciproque est très importante. Et ce qui fait la solidité, et je pense le point commun de l'approche entre la CGT et le MAGE, c'est que le féminisme lutte des classes ou le syndicalisme féministe de la CGT, il est fondé sur la centralité du travail et donc la centralité de l'autonomie économique des femmes, du combat pour l'indépendance économique, sans lequel les femmes ne peuvent pas s'émanciper dans la société. Et donc, c'est ce qui fait nos liens forts avec le féminisme lutte des classes, qui est aussi porté par le MAGE avec son approche matérialiste. L'autre point important pour nous, c'est la perspective pluridisciplinaire du MAGE, qui permet de ne pas saucissonner les femmes en tranches, mais d'avoir une approche globale des thématiques féministes. Et puis, je voulais illustrer l'apport des travaux du MAGE à travers plusieurs exemples. D'abord, le premier exemple, qui a été notamment défriché par Margaret Maruani dans les années 70-80, c'est le travail sur les luttes de femmes. Des luttes de femmes, il y en a toujours eu. Vous savez que la CGT fête ses 130 ans cette année, et que quand on s'est créé en 1895, il y avait une femme qui était présidente de séance qui s'appelait Marie Saderne, qui était corsetière. Pourquoi est-ce qu'elle était présidente de séance du congrès fondateur de la CGT alors que les femmes n'avaient évidemment pas le droit de vote, qu'elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, pas le droit d'ouvrir un compte en banque, etc. Pourquoi? Parce qu'elle était à la tête de la plus grande grève de la période, à savoir la grève des corsetières. Il y avait de grandes grèves dans le textile. Bon, elle a présidé la séance, mais elle n'a pas pris la parole dans le congrès. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Et puis, il y avait seulement 3 femmes dans le congrès fondateur. Bon, il n'y avait pas grand monde dans la salle quand même, malgré tout. C'était minoritaire, mais les femmes étaient là dès le début. Et donc, des luttes de femmes, il y en a toujours eu. Mais sans travail féministe, ces luttes de femmes ne sont pas automatiquement des luttes féministes. Je vais prendre un exemple d'actualité. Par exemple, les hôtesses d'accueil. S'il n'y a pas une analyse féministe de la situation des hôtesses d'accueil, eh bien, on approche la situation des hôtesses d'accueil, bien sûr, à travers le fait qu'elles sont sur des boulots précarisés, que les boulots sont pas bien payés, etc. Mais on n'approche pas la dimension fondamentalement sexiste du métier dans lequel on les enferme, ou pourquoi est-ce qu'elles sont mal payées? Parce qu'elles sont déprofessionnalisées, ou on considère qu'une hôtesse d'accueil, elle n'a pas de qualité professionnelle, à savoir rester calme, savoir accueillir, savoir orienter, bien s'exprimer, être en capacité d'appliquer les normes de sécurité, etc. Mais
qu'une hôtesse d'accueil, elle est uniquement là pour séduire ces messieurs avec du coup des stéréotypes de sexe qui vont lui être imposés, et donc par exemple l'obligation encore aujourd'hui de porter des chemises transparentes, de porter des talons, des jupes courtes et de grands décolletés plongeants. Et on ne fait pas le lien, si on n'a pas une approche féministe et des lunettes féministes, on ne fait pas le lien entre la revendication sociale et la revendication féministe. Et donc, on n'a pas la compréhension complète du phénomène et du pourquoi la dévalorisation de ce métier. Pourquoi les hôtesses d'accueil sont beaucoup victimes de violences sexistes et sexuelles, évidemment comme toutes les femmes, mais en plus parce que on fait de leur métier, un métier au mieux de potiche, voire de séduction, et que c'est quasiment dans leur fiche de poste de devoir subir du harcèlement sexuel au quotidien. Donc ça change tout en fait de mettre les lunettes féministes. C'est ça qui permet de passer de lutte de femmes à des luttes féministes qui articulent avec le reste des inégalités. Et donc c'est le regard que Margaret a commencé à nous apporter. Deuxième élément, c'est évidemment les travaux sur les temps partiels. Et là, pareil, en matière de temps partiel, on part de loin, puisque on se souvient quand même que dans les années 70-80, on nous vendait les temps partiels comme un moyen pour les femmes de pouvoir travailler tout en s'occupant de ses enfants. Merci messieurs. Donc d'abord, l'horizon doit toujours être celui du partage des tâches, et puis surtout, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le temps partiel, c'est tout l'inverse de l'articulation des temps, puisque c'est un outil de flexibilité patronale qui est la norme dans un certain nombre de secteurs et qui rend impossible le fait, au contraire, d'avoir une vie de famille et une vie sociale, ce que ça veut dire travailler tôt, travailler tard. Mais cette analyse et cette compréhension des temps partiels, on ne l'a pas sans avoir une approche spécifique et sans aussi analyser les rapports de classe au travail. Le grand progrès ces 50 dernières années, c'est que les femmes maintenant sont plus diplômées que les hommes, donc il y a de plus en plus de femmes cadres, c'est bien. Mais le rapport des femmes cadres au temps partiel n'est pas du tout le même que le rapport des femmes ouvrières employées. Quand on est femme cadre, le temps partiel, c'est souvent une revendication, parce que sinon, la norme du temps de travail pour les cadres, c'est 45 heures, et donc on n'a pas le temps de voir ses enfants. Donc pour les femmes cadres, la revendication, c'est le mercredi, pour pouvoir tout simplement basculer à 35 heures, tout en étant payées à temps partiel, et parfois avec la même charge de travail. Et par contre, pour les femmes ouvrières employées, la revendication, c'est le temps plein, et le temps partiel n'est absolument pas choisi. Et donc ça nécessite toujours d'articuler finement les rapports de genre et les rapports de classe, sinon on passe à côté de cela. Toujours sur cette même question, articulation des rapports de genre, articulation des rapports de classe, on a, grâce au combat féministe, on vient de loin. Dans les années, moi, quand j'étais lycéenne et quand je suis arrivée à l'âge adulte, se déclarer féministe, c'était presque une insulte en fait quand on traitait quelqu'un de féministe. Le féminisme, c'était le combat de nos mères, c'était un truc d'aigri. Enfin, je vais pas dire des choses encore plus désagréables, mais en tout cas un combat du passé. Grâce à la mobilisation féministe, on voit que aujourd'hui, il y a quasiment tout le monde qui est prêt à se dire féministe. Même si là, il y a un backlash qui est en train de s'organiser, mais y compris une partie de la Macronie, voire Emmanuel Macron, etc., avec une conception féministe complètement différente du féminisme lutte des classes que je pense nous partageons, et une forme de théorie du ruissellement féministe sur le fait qu'il suffirait de féminiser les postes de direction pour améliorer la situation de l'ensemble des femmes. La seule, Rachel a l'habitude de rappeler que la seule loi féministe qui est vraiment, la loi en matière d'égalité femmes-hommes qui a vraiment été appliquée, c'est la loi Copé-Zimmermann sur la féminisation des conseils d'administration. Pourquoi est-ce qu'elle a été appliquée? Parce qu'il y a eu des sanctions associées. Et sinon, pour le reste, on ne décolle pas. Et c'est pas la féminisation des conseils d'administration qui s'est accompagnée d'une amélioration de la situation des autres femmes, de l'écrasante majorité des femmes qui sont salariées. Évidemment qu'il faut féminiser en haut, mais le fait de féminiser en haut ne suffit pas mécaniquement à améliorer la situation de toutes les femmes. On a eu une femme patronne des patrons, on a eu une femme patronne de la FMI, aujourd'hui patronne de la BCE. Ça n'a pas été fulgurant pour l'amélioration de la situation des femmes. Dernier exemple d'apport du MAJ, c'est évidemment sur la question des métiers féminisés, avec encore une fois un beau passage de témoin entre Margaret Maruani et Rachel Silvera.
qui permet, je prenais l'exemple sur les hôtesses d'accueil, mais on peut l'élargir sur tous les métiers féminisés. On ne peut pas comprendre la situation des métiers féminisés si on ne fait pas le lien avec des stéréotypes sexistes. Pourquoi est-ce qu'une assistante maternelle est moins bien payée qu'un gardien de zoo? Parce qu'un gardien de zoo, il viendrait à l'idée de personne de mettre en face d'un lion quelqu'un qui ne soit pas formé et pas rémunéré pour sa qualification, et qu'à l'inverse, une assistante maternelle, on considère qu'une femme, naturellement, sait s'occuper de petits-enfants, donc il n'y a ni besoin de la former, ni besoin de la rémunérer, ni besoin de prendre en compte cette pénibilité, puisque évidemment, s'occuper d'enfants, on le sait quand on est une femme, c'est ce à quoi on aspire évidemment fondamentalement et naturellement, il n'y a rien de plus émancipant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on aurait et un salaire et une prise en compte de la pénibilité d'un travail aussi épanouissant au quotidien? Et donc, sans ces lunettes féministes, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les métiers les moins bien rémunérés sont les métiers féminisés, les métiers du soin et du lien. Et ça, je pense que cette approche, cette compréhension, elle a pu être tissée par ce travail ensemble. Pourquoi est-ce que pour nous, c'est aussi important d'avoir des chercheuses et enfin des chercheurs et surtout des chercheuses féministes? Parce que un slogan qui pourrait résumer les travaux de recherche du MAGE, c'est par elle-même et pour elle-même. Et c'est très important pour nous d'avoir des chercheuses qui s'intéressent à nos luttes, à nos objets de militantisme, à nos négociations, à nos façons de militer. Ben, c'est aussi un vecteur de reconnaissance en tant que tel. Ça nous donne de l'importance, ça nous montre que notre travail, notre militantisme a de l'importance, qu'on est digne d'être des objets, des sujets de connaissance et donc digne tout court. Et ces travaux qui contribuent à valoriser le travail syndical, bah, ça permet aussi aux femmes militantes, aux femmes salariées de redresser la tête et d'avoir conscience de leur importance grâce à l'intérêt que lui porte un certain nombre de chercheuses et de chercheurs et de chercheuses féministes. Donc vous n'en avez peut-être pas conscience quand vous faites ces recherches-là, mais il y a aussi un impact en termes de combativité, parce que, y compris, ça peut nous permettre d'identifier que des choses qui pour nous sont évidentes, en fait, le sont moins que ça, et enfin sont moins évidentes qu'il n'y paraît, et sont en fait très importantes et qu'il faut les valoriser. Et donc, quelque part, le travail du MAGE, ça permet aussi d'aider les femmes à passer d'une conscience de classe en soi à une conscience de classe pour soi, et donc à avoir une conscience des éléments de domination communs qui caractérisent les femmes au travail. Et puis pour finir, je voulais dire que le MAGE, c'est important pour ces 30 ans de travail ensemble, mais c'est aussi et surtout important pour demain et aujourd'hui, enfin aujourd'hui et demain. D'abord parce qu'on est au début d'un backlash extrêmement inquiétant et donc il y a besoin de solidifier, confirmer le travail féministe et au-delà, le féminisme, lutte des classes, parce que ce backlash, il prospère sur la mise en opposition entre le social et le sociétal. Et donc, un des points majeurs de la stratégie de la CGT pour empêcher cette progression de l'extrême droite au plan mondial, c'est de traiter au même niveau les questions sociales et les questions sociétales. De notre point de vue, pourquoi est-ce que Kamala Harris n'a pas été élue aux États-Unis? Pas tant parce que c'était une femme, mais parce qu'elle ne s'est pas adressée aux travailleurs et aux travailleuses et qu'elle a pensé pouvoir battre Trump seulement par la démocratie, les valeurs, la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme. Évidemment, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut porter un horizon de progrès social et s'adresser aux travailleurs et aux travailleuses, chose qu'elle a oublié de faire. Donc, pour l'avenir, c'est très important, stratégique, déterminant pour nous de continuer à imbriquer le féminisme et le syndicalisme pour lier en permanence le social et le sociétal. Et puis, pour l'avenir, nous avons aussi des sujets à défricher demain ensemble et à affronter et à débattre. Et on peut aussi admettre d'ailleurs qu'on ne soit pas d'accord sur tout, c'est sain, il n'y a pas de problème. Sur le débat sur la question des frontières du travail. Je vais prendre deux sujets.
Le premier, c'est la question du travail domestique, qui est évidemment indispensable pour comprendre les rapports de domination. Si on ne rappelle pas en permanence que le temps des femmes n'est pas le même que le temps des hommes, que les femmes assument toujours quasiment 80% des tâches domestiques, on ne comprend rien au reste des inégalités. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on doit traiter ça? Est-ce qu'on le traite comme un travail au même titre que le travail salarié ou pas? De notre point de vue, nous avons toujours combattu le salaire maternel parce qu'on refuse d'assigner les femmes aux tâches domestiques et on refuse de dire que finalement, ces 80% de tâches domestiques seraient légitimes dès lors qu'on rémunérerait les femmes. Quand on regarde l'histoire des femmes sur ces 150 dernières années, pourquoi est-ce qu'il y a eu une grande accélération au XXe siècle? Grâce à l'accès des femmes au travail salarié. Elles ont été surexploitées, évidemment, mais le fait d'accéder au travail salarié, ça nous a permis de mener des luttes, d'avoir une existence sociale et donc d'exister dans la société. Et donc, nous pensons que la réponse à cela, ça doit être de socialiser les tâches domestiques. C'est la raison pour laquelle, il y a plusieurs années, la CGT a lancé une campagne pour revaloriser le travail du soin et du lien, en disant il faut non seulement revaloriser ces métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, mais aussi y investir de façon à pouvoir accueillir l'ensemble des petits-enfants, puisqu'il y a quasiment 50% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas d'accueil formel, prendre en charge toutes les personnes âgées dépendantes alors que leur nombre va augmenter, pour empêcher que, comme aujourd'hui, les femmes soient contraintes de travailler pour s'en occuper. Donc cette campagne, elle a une double dimension féministe. Et puis, dernier sujet de débat d'aujourd'hui et demain à approfondir, c'est aussi la question de la prostitution. Je vous avoue que nous sommes très inquiets de voir monter dans le débat public la notion de travail du sexe, je cite. Nous, comme syndicat, évidemment que la définition du travail, elle est importante. Nous considérons que la prostitution n'est pas un travail, c'est une violence. Et le problème, c'est que sur cette question de la prostitution, les débats sont de plus en plus compliqués à avoir, avec des débats totalement caricaturaux sur quand on dit que la prostitution est une violence et donc qu'il faut se donner comme objectif de politique féministe d'éradiquer la prostitution, bah, c'est un peu comme la précarité. Nous, la CGT, on est contre la précarité, mais on n'a jamais été contre les précaires, on les défend et on les organise. Bah, c'est la même chose pour la prostitution. C'est parce que nous pensons qu'il faut protéger les personnes prostituées que nous sommes contre cette notion de travail du sexe qui ferait comme si on pourrait vendre son corps. Le travail n'est pas une marchandise, mais alors notre corps l'est encore moins. Et donc ça, je sais que c'est un débat qui monte dans le mouvement féministe et nous pensons que nous avons besoin là-dessus d'échanger, de croiser entre chercheurs et syndicalistes. L'ensemble des organisations syndicales partagent cette conception que la prostitution n'est pas un travail, c'est une violence. Mais je sais que dans le milieu de la recherche, bah, il y a aussi des débats et je lance cet appel au MAGE de pouvoir utiliser le MAGE pour aller approfondir, affronter ce débat-là, et puis y compris comparer les modèles. Allons regarder ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, la légalisation du dit travail du sexe s'est accompagnée au contraire d'une forte augmentation de la prostitution, avec y compris des contradictions énormes, comme par exemple en Allemagne, toute filière professionnelle doit donner lieu à une filière d'apprentissage. Par exemple, ça veut dire qu'il y a une filière d'apprentissage. Bah oui, encore une fois, en Allemagne, les CSE, dans le cadre des activités sociales et culturelles, bah, il peut y avoir certains CSE qui offrent la possibilité d'aller dans des bordels, je cite. Voilà, c'est aussi à ça que conduit une approche fondée sur, je cite, le travail du sexe. Donc, ça fait partie des débats qu'on a besoin d'approfondir ensemble grâce à votre rapport et qui sont importants pour nous aujourd'hui et demain. Merci beaucoup en tout cas pour vos travaux, votre invitation. Et puis, on ne se quitte pas puisque nos rapports sont permanents et j'espère bien que ça va continuer.